Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous remercie très vivement de votre présence à ce nouveau webinaire, à ce nouveau cycle de webinaires. Pour certaines et certains, vous nous connaissez déjà, vous me connaissez déjà. Je suis Judith Buchinger, je suis avocate au barreau de Paris. Je travaille au cabinet d'avocats Buchinger et Rubin, qui est un cabinet familial. Nous avons comme expertise le droit de la famille, le droit des mineurs, le droit pénal, le droit du travail et le préjudice corporel aussi me concernant. C'est pour vous dire que nous avons une vision très large du sujet que nous allons aborder aujourd'hui, qui est celui de l'appréhension des violences conjugales en France, donc aujourd'hui en 2024. Alors, le sujet est extrêmement large, mais je souhaite l'encadrer de la manière la plus pertinente qui soit pour que précisément ce webinaire soit un lieu, un espace de partage d'expériences, d'expertise et surtout d'interactivité en termes de communication pour qu'on se fasse part les uns les autres de nos bonnes pratiques, aussi de nos questionnements et des évolutions qu'on a pu observer sur ce sujet aussi sensible, sociétal, important, systémique, qui touche non seulement la personne que nous accompagnons, nous professionnels, en tant qu'avocats, assistants sociaux, RH, médecins du travail, les CSE parfois à un certain niveau, parfois même les services RSE, QVT au sein de l'entreprise, mais aussi avec une dimension, je dirais pas simplement en termes de nous accompagnons une personne qui est en difficulté ou en très grande difficulté, mais derrière cette personne que nous accompagnons, nous avons toute une famille, nous avons tout un système. Vous avez cette personne, le conjoint violent, ses enfants, et vous avez aussi la sphère professionnelle au sein de laquelle il ou elle travaille et qui forcément est impactée par sa situation personnelle. Donc c'est vous dire le champ très très large des acteurs de la lutte contre les violences intrafamiliales, puisqu'on ne parle plus de violences stricto sensu faites aux femmes, mais on parle de violences intrafamiliales. Et c'est là-dessus qu'il me semblait très intéressant de vous apporter l'éclairage très récent qui s'est produit en 2024 sur notamment la protection des mineurs. À savoir qu'en matière de violence conjugale, et je vais revenir sur la définition stricto sensu et sur ce que ça recouvre, mais vous aviez, il y a quelques années seulement, la personne elle-même, c'est-à-dire vous aviez une victime et un auteur. Et aujourd'hui, vous avez non seulement la victime, l'auteur, mais vous avez les enfants, qui sont considérés pas simplement comme à la périphérie du conflit parental, mais qui véritablement sont au cœur du contexte de violence et qui, de ce fait, doivent être protégés, pas à la marge, mais protégés dans une vision, on va dire, systémique du traitement des violences conjugales. Donc, si je devais résumer un petit peu ce qui s'est passé courant 2023 et là, début 2024, c'est qu'il y a eu une véritable volonté d'avoir une vision extrêmement large de l'appréhension des violences conjugales, dites anciennement conjugales et désormais intrafamiliales, que ce soit au niveau de la justice, au niveau de la police, dans la société civile et aussi dans le monde du travail. On voit à quel point c'est un sujet qui est au cœur, j'imagine, des formations, des sensibilisations que vous recevez régulièrement dans l'entreprise. Mais au-delà de cette présentation un petit peu large, de dire que tout le monde forcément est sensibilisé au sujet, personne ne viendra dire qu'il n'est pas sensibilisé au sujet. Nous y sommes tous sensibilisés, que ce soit à titre professionnel, bien sûr, mais aussi parce que on a dans notre entourage ou parfois dans notre famille elle-même des personnes qui vivent ces situations-là. Alors, ce à partir de quoi je voulais partir, c'était la question, avant de rentrer dans des notions juridiques ou judiciaires ou de définition, c'est véritablement la question de l'accompagnement. Alors la question de l'accompagnement, il est extrêmement important. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la question des violences conjugales, des violences, pardon, vous voyez, moi-même, je fais un abus de langage, du traitement des violences intrafamiliales, est complexe. Il reste extrêmement complexe. J'y viendrai dans 5-10 minutes. Vous avez aujourd'hui une volonté très nette de créer des pôles judiciaires à la fois civils et pénales qui permettent de régler en une seule audience toutes les problématiques liées à un contexte de violence et ne pas décorréler les procédures. Et ça, c'est effectivement quelque chose de très novateur et de très positif
pour les justiciables. Il faut voir dans la pratique ce que ça donne, mais a priori, c'est quelque chose qui va vraiment vers une évolution très notable de la prise en charge de ces phénomènes-là. Mais donc, vous avez comment dire, des nouvelles modalités au niveau de la justice pour que ça aille plus vite, au niveau de la police. Aujourd'hui, on ne peut plus dire que dans les commissariats, dans les gendarmeries, on n'entend pas la parole des femmes. Il y a énormément de formation, de sensibilisation, et il y a des protocoles très, très précis. Maintenant, ceci étant dit, il y a une question très pragmatique qui est celle de l'accompagnement stricto sensu, c'est-à-dire quand vous recevez la personne qui se dit victime de violence, que ce soit, d'ailleurs, que ce soit une femme ou un homme. Des hommes aussi sont concernés. Et j'irai même plus loin dans mon introduction, c'est que la question de l'accompagnement, elle se pose aussi, et j'aimerais qu'elle se pose surtout en tant qu'avocate, pour les auteurs de violences conjugales. Je m'explique. Derrière toutes les victimes de violences conjugales, vous avez des auteurs. Et les victimes de violences conjugales sont de moins en moins invisibilisées. C'est-à-dire, il y a des marches, il y a des journées, il y a des manifestations. On parle des femmes victimes de violences conjugales, puisque de majorité écrasante, ce sont des femmes. Et les auteurs sont malheureusement invisibilisés, ou alors ils sont traités à la marge dans le cadre de faits divers. Et ça, c'est quelque chose que moi, en tant qu'avocate, je déplore beaucoup. Et cette appréhension des auteurs de violences conjugales, qui sont à égalité en termes de nombre que les femmes victimes de violences conjugales, peuvent, comment dire, être envisagées, je pense, dans le cadre de l'entreprise, dans le cadre du métier, dans le cadre de la vie professionnelle tout simplement, et dans le cadre de cet accompagnement de premier degré. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que cette question, elle est absolument majeure. Parce que, et là, je ne vais pas prêcher pour ma chapelle d'avocat, c'est que l'avocat, il intervient après. Il n'intervient pas de suite. C'est-à-dire que quand une personne vient voir son médecin généraliste, le médecin du travail, son collègue, son manager, l'assistant social, son RH, pour dire ça va pas très bien dans mon couple. J'aimerais voir ce qu'il est possible de faire, est-ce qu'il est possible d'avoir un logement, etc. Eh bien, la personne, elle vient avec un contexte difficile à envisager, difficile à traiter. Il va arriver avec une question précise. Alors, la question précise, c'est par quoi est-ce que je dois commencer? Vers quel professionnel je dois me diriger? Quelle démarche, quelle procédure je dois engager? Et ça, c'est extrêmement difficile parce que c'est une responsabilité qui pèse sur vous en termes d'accompagnement, un premier degré. Et ça, j'aimerais beaucoup vous entendre à la fin de à la fin de mon intervention. Euh, vous avez à votre disposition beaucoup, et j'imagine, et si vous ne les avez pas, de toute façon, je les mettrai sur le site du cabinet, vous avez beaucoup de tests actuellement pour interroger les personnes que vous accompagnez. Alors attention, je ne vous parle pas des tests qu'on voit fleurir sur Internet sur est-ce que mon conjoint est un pervers narcissique, par exemple, où vous cochez 32 cases pour savoir si effectivement il rentre dans la case ou pas. Non, je vous parle de quelque chose de beaucoup plus rigoureux et qui permet à terme d'aider la personne à dire ah bah alors écoutez, si vous avez pointé cette réalité là, c'est que il va falloir, si vous allez voir un avocat, et il faut de toute façon aller voir un avocat dans ces contextes là, prouver la chose. Et ce qui va être très intéressant, c'est que dans l'accompagnement que vous allez proposer, c'est que vous allez devoir corréler d'emblée, et moi en tout cas c'est ce que je vous invite à faire en tant qu'avocat, parce que c'est vraiment la difficulté sur laquelle on achoppe en permanence dans cette matière-là, c'est la question de la preuve. De la question, si ce n'est de la preuve, à minima de ce qu'on appelle un faisceau d'indices. Et donc, dans ce cadre-là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à vous emparer de tests qui existent, soit de grilles de lecture qui ont été faits pour les médecins qui ont le droit depuis 2021 de lever le secret médical et de faire un signalement lorsqu'ils sont face à des contextes de violence intrafamiliale, d'inceste, violence sexuelle. Mais effectivement, pour faire ce signalement, ils doivent d'abord interroger leurs patients et de manière très rigoureuse. Cette grille de lecture qui est destinée aux médecins peut être très intéressant pour vous aussi, assistants sociaux, même même les métiers qui ne sont pas soumis au secret professionnel mais à une confidentialité comme les RH, ça permet d'avoir un début d'appréhension. Vous avez des tests plus comment dire, grand public et qui sont aussi très intéressants. Je pense que peut-être pour certaines d'entre vous, vous avez peut-être vu un documentaire qui s'appelle Rester vivante sur Canal+, d'une autrice qui s'appelle Sarah Baruch
qui a fait un livre sur 125 cas de féminicide, et elle a créé une association qui s'appelle 125 et après. C'est un livre très, très édifiant parce que c'est des histoires de vie qui sont portées par des voix de la société civile ou du monde artistique. Et elle a créé un test qui est très intéressant et très, à la fois très basique, mais qui permet de rentrer dans le vif du sujet en termes d'accompagnement. Alors, elle décrypte, vous voyez, par exemple, voilà, je vous le montrerai, mais il y a plusieurs questions très simples qu'elle pose qui participent en fait de la relation purement humaine, empathique que vous pouvez avoir avec les personnes que vous accompagnez. C'est par exemple lui demander comment se déroule une dispute. Est-ce qu'il y a des insultes, des qualificatifs choquants? Est-ce qu'il y a des renoncements à aller voir des amis, s'exprimer sur certains sujets? Est-ce qu'on a peur des réactions? Est-ce qu'on a peur pour ses enfants? Vous voyez, donc là, on est plus dans un domaine de violence psychologique. Est-ce qu'on se sent harcelé? Est-ce qu'on a le droit de donner son avis? Est-ce qu'on est dévalorisé en public? Et après, vous avez la question des violences physiques, bien sûr. Est-ce qu'il vous a bousculé? Est-ce qu'il vous a pincé? Est-ce qu'il vous a tiré les cheveux, frappé, giflé, plaqué au mur, cassé un membre? Et tout ça, c'est extrêmement important parce que à partir du moment où les personnes vont répondre ou pas à ce type de questions, vous pourrez corréler à votre niveau ou alors inviter la personne à aller voir un avocat à ce qu'on appelle une qualification juridique des faits. Précisément, une violence psychologique n'est pas une violence physique. Et une violence sexuelle est à la fois une violence physique, mais elle a un caractère qui est précis, qui est de l'ordre de la sexualité. Par exemple, on peut tout à fait poser des questions si les personnes se sentent à l'aise pour savoir comment ça se passe dans la sexualité. Est-ce qu'ils te reprochent tes performances et que tu te sens humilié après l'amour? Est-ce qu'ils te dévalorisent dans l'intimité? Est-ce que tu te sens parfois obligé de faire l'amour? Et donc de là, vous pouvez tirer la pelote de laine et arriver peut-être à une dimension qui relève de manière dramatique, mais qui s'appelle le viol conjugal. Voyez, et c'est ça. Vous voyez, quand vous posez une question, par exemple, est-ce qu'il t'a pénétré sexuellement sans ton accord? Si la personne répond oui, ça veut dire que vous pouvez dire à la personne, je ne suis pas avocat, mais je peux te dire que a priori dans ce que dans ce que vous dites, eh bien, il s'agit vraisemblablement d'un viol conjugal. Euh, de même, avoir des pratiques sexuelles qui ne sont pas adaptées ou qu'on n'accepte pas. Pareil avec les violences économiques ou administratives. Est-ce qu'il y a un conjoint? Est-ce que, par exemple, le salaire est viré automatiquement sur le compte du conjoint? Est-ce qu'on demande l'autorisation au conjoint pour disposer de ces papiers? Est-ce que le conjoint a son mot à dire dans des choix professionnels, des décisions de santé? Et enfin, vous avez effectivement les violences matérielles. Est-ce qu'il a cassé des objets? Est-ce qu'il t'interdit de sortir de la maison? Est-ce qu'il t'a déchiré ses vêtements? Etc. Et donc, le bilan, en fait, quand vous aidez la personne à décorréler sa situation en mettant en avant à la fois des violences physiques, psychiques, sexuelles, matérielles, économiques, eh bien, vous lui permettez d'avoir ce qu'on appelle big picture sur sa situation. Maintenant, ça, c'est le premier stade de l'accompagnement. Le deuxième stade de l'accompagnement, quel est-il? C'est demander à la personne qu'est-ce qu'elle veut. Et c'est très basique ce que je vais vous dire, mais c'est la question la plus difficile. Parce que précisément, et ça je pense que vous êtes au fait de ces questions-là, c'est qu'une personne qui vit de la violence, elle est en général, même si elle trouve la force d'aller taper à la porte de l'assistant social, de son RH, de son médecin, etc., elle est souvent dans un état de sidération. Et la sidération crée la dissociation. C'est-à-dire qu'en permanence, on est ballotté entre deux sentiments. Typiquement, d'un côté, il a été très violent, il m'a frappé devant les enfants, mais ça reste un bon père. D'un côté, oui, je sais que je suis autonome financièrement, mais je vais briser l'image sociale de notre couple. Il y a énormément de choses, de choses de cet ordre-là. J'ai eu récemment une femme qui subissait des violences très très graves et qui était dans un parcours PMA. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant et elle disait, bah, en fait, mon désir d'enfant, il est tellement puissant que je suis prêt à minimiser ou même carrément à être dans le déni des violences que je subis. Vous voyez, donc ce narratif complexe que les personnes amènent dans votre bureau, il est à appréhender avec beaucoup de finesse et le maximum de précision. Je m'explique. Pourquoi est-ce qu'il faut poser cette question-là aux personnes ce qu'elles veulent? Parce qu'en général, les personnes qui viennent vous voir,
elles ne savent pas tout de suite ce qu'elles veulent. Elles savent qu'elles peuvent bien sûr porter plainte. Elles savent bien sûr que les procédures qu'on peut divorcer en France. Donc tout ça, c'est ouvert. Mais la grande peur qui les habite, c'est la question de l'aléa judiciaire. Et cet aléa, il est extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, vous avez des statistiques implacables. Vous avez un mode de fonctionnement juridique, judiciaire, policier, associatif qui fonctionne bien, même parfois très bien, qui est très innovant. Mais dans les faits, quand vous n'avez pas d'éléments substantiels, eh bien, malheureusement, vous n'arrivez à rien. Si vous n'avez, alors par exemple, je vais vous poser, je vais vous mettre en avant la question des violences liées à la prise en charge, à l'évaluation médicale en termes d'ITT, d'interruption temporaire de travail. Eh bien, si vous avez quelqu'un qui est victime de violences conjugales ou même de violences psychologiques très, 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 très graves, on sait très bien qu'aujourd'hui, l'infraction de suicide forcé existe. Donc, les violences psychologiques qui peuvent aboutir à un suicide, ça existe. Ça existe dans le cadre de harcèlement scolaire, mais ça existe bien sûr, évidemment, dans le cadre des violences conjugales. Eh bien, excusez-moi, eh bien, à partir de cette, dans cette vision-là des choses, eh bien, comment une personne typiquement va pouvoir prouver les violences psychologiques? Alors, encore une fois, vous allez pouvoir aider la personne en remplissant ce type de questionnaire à prendre conscience de sa situation. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de savoir quelle est la volonté de la personne. Avant même que vous signaliez une situation qui vous paraît extrêmement dangereuse et grave pour la personne elle-même qui est venue dans votre bureau, pour elle ou pour ses enfants, eh bien, il faut poser la question à la personne, qu'est-ce qu'elle veut? Et donc, je reviens à cette question très basique. Pourquoi? Parce que elle demande d'avoir d'ores et déjà collecté un minimum de pièces dans son dossier. Et c'est là qu'on se trouve confronté, je dirais, au nœud gordien des violences intrafamiliales. C'est que si ça n'est pas prouvé, ça n'existe pas. C'est fou, mais c'est comme ça. C'est exactement comme ça que toutes les juridictions fonctionnent. Je vais vous donner un exemple très précis qui fait que les femmes, parce que c'est beaucoup de femmes, renoncent à saisir les institutions judiciaires ou le font parfois très très mal. J'ai une de mes clientes qui a divorcé et qui, au moment du passage de bras, c'était extrêmement violent avec son conjoint. Il y a eu une expertise médico-psy, et cette expertise médico-psy était claire sur le fait que ni l'un ni l'autre des parents n'était un danger pour l'enfant, mais que le père particulièrement manifestait des attitudes extrêmement violentes à l'occasion du passage de bras et avait même pu pousser la mère. Alors, le père n'avait pas été placé en garde à vue, mais c'était noté par les services sociaux. Eh bien, malgré le fait que les violences, l'attitude violente du père était mise en avant dans les rapports, eh bien, ma cliente a eu le bénéfice d'une décision pour aller vivre à l'étranger avec son enfant. Et le père a réussi, parce qu'il avait beaucoup d'éléments, beaucoup d'attestations, à se faire passer pour le parent référent, alors qu'il s'agissait d'un enfant tout petit de 2 ans et qu'il y avait déjà eu des décisions en faveur de la mère. Donc, vous voyez, typiquement, ça, c'est ce type de décision qui désarçonne les avocats. Les bras nous en tombent, mais ça fait partie de l'aléa judiciaire. Et ce que j'ai dit à ma cliente, malheureusement, puisque ça, c'est des décisions très rares, même rarissimes, mais ça existe, puisque, je veux dire, je sais, j'ai une pratique et une vraie expertise dans le domaine, mais on n'est pas à l'abri d'un aléa judiciaire, c'est-à-dire d'un magistrat qui vienne dire, écoutez, il y a des éléments dans le dossier, mais moi, je vais m'emparer des éléments qui me paraissent le plus pertinents. Et par exemple, dans ce dossier-là, contre toute attente, le juge aux affaires familiales s'était emparé de l'attestation de la mère de ce monsieur, c'est-à-dire de la grand-mère paternelle, qui disait que c'était un père formidable. Et ma cliente, qui avait des attestations de son employeur, de ses amis, de ses collègues de travail, et qui était une femme tout à fait autonome et équilibrée, eh bien, on ne sait pas pourquoi, la juge aux affaires familiales a décidé de faire droit aux demandes du père sur la base de pièces qui ne nous paraissaient pas pertinentes.
Tout ça pour vous dire que je vous parle d'un cas un peu rare, un peu paroxystique, mais qui dit bien aujourd'hui le fonctionnement de la justice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la difficulté pour les personnes qui viennent vous voir et qui demandent à être accompagnées sur ces questions-là, c'est qu'elles doivent avoir un dossier béton. Et pardonnez-moi de m'exprimer comme ça de manière prosaïque. Et pour avoir un dossier béton, il faut sortir de l'état de sidération. Et pour sortir de l'état de sidération, effectivement, il faut que la personne reprenne les rênes de son existence et qu'elle ne se sente pas simplement ballottée par des professionnels, avocats, assistants sociaux, DRH ou médecins qui vont lui dire bah, fais ci ou fais ça, mais véritablement de placer la personne dans une posture où elle va savoir ce qu'elle fait. Je vais vous donner un autre exemple aussi, là, très paroxystique, très exagéré, mais qui existe et qui relève de l'alliage judiciaire. Imaginez une femme qui arrêtait de travailler, qui est en congé parental. Elle a un enfant de 3 ans, son mari a un très bon travail, son conjoint, et elle n'est pas autonome financièrement. Elle vit des violences conjugales, elle n'a pas envie d'aller en foyer, parce qu'il y a peu de femmes victimes de violences conjugales qui veulent aller en foyer. Elle trouve refuge chez une amie qui a un grand studio. Et elle part comme ça avec son enfant. Eh bien, le risque dans ce contexte-là, quand bien même cette femme est très équilibrée et qu'elle est juste dans une parenthèse de sa vie professionnelle puisque elle a souhaité un congé parental, eh bien, le risque, c'est de subir un signalement ou que le père demande à son médecin ou à un assistant social ou saisisse le juge des enfants pour dire, voilà, euh, mon épouse, ma conjointe est partie avec mon bébé. Si la femme n'a pas porté plainte, si elle n'a pas suffisamment d'éléments substantiels, si elle est juste restée dans l'état où elle est sidérée et elle a juste trouvé refuge chez son ami, eh bien non seulement elle va être confrontée à une procédure pénale qui est parfois enclenchée par l'auteur des violences conjugales, mais en plus de ça, elle se retrouvera avec une procédure près du juge des enfants et il y a de grandes chances qu'on lui enlève son enfant. C'est pour ça que je vous dis, il est très très important de mesurer, même si ce n'est pas vous qui prenez la décision, mais d'être très attentif euh, aux démarches auxquelles vous incitez les personnes que vous accompagnez, parce que ces démarches-là sous-tendent de disposer d'un dossier très complet. Alors, qu'est-ce qu'un dossier très complet en matière de violence intrafamiliale aujourd'hui en France? Eh bien, il est exactement le même qu'il était il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Il faut effectivement des certificats médicaux. Il faut prendre des photos quand on a reçu des coups. Il faut tout de suite aller voir son médecin pour tabler sur une ITT. Alors là, je reviens sur ce que j'étais en train de vous dire, j'ai fait une petite digression, mais la notion d'ITT, elle est très, très importante en la matière, et malheureusement, aujourd'hui, elle joue en défaveur des femmes victimes de violences conjugales. Je m'explique. Une femme qui vit une très grave dispute et qui se trouve dans un état de sidération complet. C'est-à-dire, elle est prostrée par terre, elle ne sait pas comment réagir, elle a eu quelques coups, mais elle a surtout ressenti des violences psychologiques. Ces femmes-là vont avoir du mal à partir comme ça avec un enfant sous le bras et aller porter plainte auprès du commissariat de la gendarmerie à côté de chez eux. Alors, ce qu'elle peut faire, cette femme-là, il faut savoir, d'abord, vous pouvez, vous, en tant que professionnel, l'accompagner au commissariat. Les avocats peuvent accompagner pour un dépôt de plainte une victime de violence conjugale, c'est très important parce que souvent les victimes sont, comme je le disais, dans un état de confusion, de sidération. Ça manque de clarté en termes comment dire, de précision, des dates, des faits, de ce qui s'est passé exactement. Donc, si cette personne-là a fait ce travail-là à la base de certains questionnaires avec vous en amont, elle pourrait être beaucoup plus précise. Donc ça, je voulais aussi attirer votre attention là-dessus. Mais si cette personne-là vient trop tard au commissariat ou à la gendarmerie pour porter plainte, eh bien, quand bien même le policier, l'officier de police judiciaire ou le gendarme inviteront la dame ou le monsieur à aller aux UMJ, aux unités médico-judiciaires, pour se faire expertiser rapidement et pour dresser ce qu'on appelle le nombre de jours d'ITT, eh bien, si le trauma a diminué dans le temps, eh bien, vous aurez des cacahuètes, pardon de parler comme ça. Vous aurez 3-4 jours d'ITT. Ce qui est très peu et très peu valorisé et ce qui n'entraînera rien du côté de l'auteur, si ce n'est un bref rappel à la loi, parfois une décision, c'est une comparution immédiate de prison avec sursis, mais c'est extrêmement grave. Et en général, cette première dispute très grave, pardon, cette dispute très impactante pour la personne et pour laquelle elle va faire enfin la démarche d'aller dans un commissariat et ou de gendarmerie et de porter plainte, eh bien, en général,
ça ne va déboucher que sur un simple rappel à la loi, surtout si la personne a moins de 7 jours d'ITT. Donc, vraiment, la frontière, je dirais, c'est entre moins de 7 jours d'ITT et plus de 7 jours d'ITT. Si c'est 7 jours d'ITT, c'est vraiment que la personne a été frappée très gravement ou qu'elle a subi un trauma très grave sur le plan psychologique. Si c'est moins de 7 jours d'ITT, il va être très compliqué de présenter au magistrat un homme comme étant un homme violent ou une femme violente qui est susceptible de ne plus, par exemple, s'occuper de ses enfants. Donc, ça, c'était vraiment un point sur lequel je voulais attirer votre attention. Le premier point, c'est le point de l'accompagnement qui doit être fait avec le maximum de finesse possible, en même temps de fermeté. Et surtout, il faut aider la personne à être dans une posture active et à l'aider à sortir de la sidération. Donc, à partir du moment où la personne a ciblé ce qu'elle vivait, il faut l'aider à créer une sorte de kit de survie, en tout cas, que ce soit au niveau administratif, papier, pour réunir le maximum d'éléments probants. Donc, c'est soit des preuves, soit un faisceau d'indices qui vont lui permettre, lorsqu'elle ira porter plainte, ou lorsqu'elle ira devant le juge des affaires familiales, ou lorsqu'elle aura une audience devant le juge des enfants, ou devant le juge correctionnel, d'arriver déjà avec des éléments étayés. Ce travail-là, il est le plus difficile. Il est le plus difficile parce qu'il demande de la lucidité, il demande un espace psychique, il demande du temps. Et en général, malheureusement, ces femmes ou ces hommes sont dans des dimensions qui sont proches, on va dire, de la survie plus que de l'action. Donc, ce que je voulais vous dire à vous, assistants sociaux, RH médecins du travail qui m'écoutez, c'est que la dimension de l'accompagnement, il est très important, et l'accompagnement sur un plan très prosaïque, ça veut dire qu'est-ce que vous vivez et qu'est-ce que vous voulez faire. Et ce n'est qu'après que vous pouvez passer à la question de la qualification juridique des faits, avec l'aide d'un avocat, parce qu'effectivement, souvent, comme je vous l'ai dit, c'est des situations systémiques et complexes, pour prendre la meilleure solution, qui n'est pas toujours, évidemment, celle du signalement, et même si elle s'impose. Donc, ce sur quoi je voulais vraiment attirer votre attention pour démarrer, c'était donc cette question de l'accompagnement. Maintenant, en 2024, qu'est-ce qui se passe au niveau des violences conjugales? Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des nouveaux pôles, et ça, c'est très, très intéressant, qui avait été initié par l'ancienne ministre de la Justice, Isabelle Rome, qui s'appelait un plan rouge vif, et qui a élaboré une cinquantaine de propositions pour améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales. Et vous avez maintenant, dans certains tribunaux, il faut savoir si le tribunal territorialement compétent du collaborateur que vous accompagnez en dispose, mais vous avez d'ores et déjà, et vous allez en avoir de plus en plus, des pôles judiciaires vifs, donc liés à ce plan rouge vif, qui sont spécialement dédiés à la lutte contre les violences judiciaires et qui sont là. Alors, vous voyez, c'est très important, et c'est pour ça que je vous invite à implémenter ce nouveau dispositif judiciaire aussi au sein de vos entreprises respectives en termes d'état d'esprit, parce que c'est extrêmement pertinent, et c'est tout simplement, c'est du bon sens, et c'est ce qu'il faut faire. Ce qu'a voulu l'ancien garde des Sceaux, c'est de faciliter le partage d'informations entre les différents acteurs d'un tribunal judiciaire ou d'une cour d'appel. Qui sont les différents acteurs d'un tribunal judiciaire ou d'une cour d'appel? Vous avez principalement donc le juge correctionnel, c'est-à-dire le pénal, vous avez le juge aux affaires familiales, et vous avez le juge des enfants. Donc ça, c'est quelque chose de très, très intéressant, parce que les audiences, maintenant, elles ont changé. Ce ne sont plus, en tout cas, dans ces pôles-là, les audiences ont changé. Et l'idée, c'est d'avoir une vision vraiment très systémique de ce qui s'y passe. Donc là aussi, c'est quelque chose de très rassurant pour les justiciables, à savoir que en France, il y a une vraie amélioration de l'appréhension, que ce soit au niveau de la plainte, où désormais, systématiquement, il faut savoir que la moitié du contentieux pénal, ce sont les violences conjugales. Donc c'est devenu vraiment quelque chose, un sujet, je veux dire un point sociétal, où personne ne peut dire « Ah, je n'ai pas été formé, je n'ai pas été sensibilisé ». Donc au niveau de la police, de la gendarmerie, je répète, si une personne vient porter plainte, vous pouvez l'accompagner en tant qu'assistant social. L'avocat peut accompagner pour le dépôt de plainte. C'est très important pour donner le maximum de précision et d'éléments factuels. Ça, c'est très important. Au niveau de la justice, vous avez ces nouveaux pôles qui se sont créés, qui permettent justement de ne pas décorréler toutes les procédures où c'est particulièrement douloureux. Je vais vous donner un exemple.
où ce plan rouge vif, j'espère, portera ses fruits, c'est typiquement l'audition des enfants. L'audition des enfants est quelque chose de très sensible. Vous avez beaucoup de mères et de pères qui, lorsque les enfants sont au cœur d'un conflit familial ou alors ont été spectateurs, c'est-à-dire aujourd'hui dans la loi, entendu dans la loi, des victimes directes, c'est-à-dire même s'ils n'ont pas reçu de coups de la part du père ou de leur mère violents, eh bien, on les considère comme des victimes directes. Donc ces enfants-là, en général, ils sont auditionnés. Ils ont des avocats qui sont sur des listes spécifiques et qui qui accompagnent les enfants lors des auditions. Donc vous avez deux types d'auditions. Vous avez l'audition, par exemple au pénal, s'il s'agit de la brigade des mineurs, si un enfant a subi des violences en même temps que sa mère, physiques ou sexuelles. Donc là, vous arrivez dans le bureau d'un officier de police judiciaire, vous êtes filmé. Vous avez l'audition dans le bureau d'un juge aux affaires familiales, où l'enfant va avec son avocat, évidemment sans les parents, et il est entendu. Et vous avez aussi, dans le cadre du juge aux affaires familiales, vous avez les enquêtes sociales que vous connaissez très bien et les expertises médico-psychologiques, où les enfants sont entendus dans leur cadre de vie. Et à côté de ça, vous avez l'audition dans le cadre de la procédure devant le juge des enfants. Alors vous voyez à quel point cette accumulation d'implication des enfants dans le cadre des auditions peut être extrêmement délétère pour eux. Et j'espère aujourd'hui, parce que pour moi ça c'est un point qui est extrêmement sensible et qui fait énormément souffrir les mères et les pères qui accompagnent leurs enfants, c'est que les enfants soient remis sans cesse au cœur du conflit familial à travers cette question de l'audition à laquelle malheureusement ils ne peuvent pas échapper. Même un enfant qui ne veut pas être entendu, lorsqu'il a des faits suffisamment graves, il est entendu obligatoirement. Donc l'idée, il faut que les personnes que vous accompagnez se renseignent si effectivement ces pôles-là pluridisciplinaires existent au sein de la juridiction territorialement compétente et demander, en tout cas il faut demander aux avocats, comment est-ce que ça se passe exactement, précisément, pour que par exemple l'enfant ne soit entendu qu'une seule fois, ou s'il y a une mesure d'expertise, qu'elle ne soit faite qu'une seule fois et que l'enfant ne soit pas réexpertisé à plusieurs reprises. Donc ça, c'est extrêmement important. Maintenant, vous avez un autre point qui est celui des notions qui sont venues se rajouter excusez-moi, justement, je vais vous le, euh, aux notions qui existent dans le code civil ou dans le code pénal. C'est la notion, je pense que vous avez dû en entendre parler, de contrôle coercitif. Alors la notion de contrôle coercitif, elle est extrêmement intéressante. Pourquoi est-ce qu'elle est extrêmement intéressante? Parce que elle met en jeu précisément pas la victime qui doit se justifier, expliciter qu'elle est sous emprise, parce que, vous voyez, vous avez deux notions pour qualifier une situation en dehors des notions lambda, violence physique, psychologique, sexuelle, etc. Vous avez ces notions d'emprise. Parce que c'est ce qu'on demande. Vous connaissez malheureusement cette fameuse phrase. On pose toujours, et même malheureusement encore aujourd'hui, dans les gendarmeries et dans les commissariats, on pose souvent la question aux femmes, pourquoi vous n'êtes pas partie? Et là, à cette question, pourquoi vous n'êtes pas partie, à laquelle malheureusement, même en 2024, c'est pour ça que je voulais absolument faire ce webinaire, les femmes et les hommes victimes de violences intrafamiliales sont confrontés. Pourquoi vous n'êtes pas parti et pourquoi vous n'avez pas parlé? Alors à ce moment-là, ces personnes vont dire plusieurs choses. Ils vont dire qu'ils en étaient empêchés. Alors la notion qui existait depuis extrêmement longtemps, c'était la notion donc d'emprise. Mais la notion d'emprise, elle était là et elle était très compliquée parce qu'elle n'existe pas en termes, ce n'est pas une infraction pénale, ça n'était qu'une grille de lecture, il n'y avait pas une véritable définition, et c'était un concept qui était à la fois utile, mais qui était trop vaste et qui n'était pas qualifié juridiquement. La notion de contrôle coercitif, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle permet de voir, d'envisager la question des violences intrafamiliales à la lumière de l'auteur et pas de la victime. C'est-à-dire que sous l'angle de l'avocat, ça permet de sortir de ce prisme, de ce biais qui est malheureusement obligatoire, qui est celui de la preuve ou à minima des indices. On aura l'occasion d'en parler et si vous souhaitez, vous me poserez des questions. Comme vous l'avez compris, et je vous l'ai explicité, c'est que dans le cas de l'accompagnement, il y a le saisissement,
l'appréhension, savoir ce qu'on vit, et après, il y a ce que la personne veut et la constitution du dossier. Si la personne qui vient vous voir n'a pas de pièces ou très peu d'éléments, ou alors peut-être quelque chose qu'elle a enregistré sur son téléphone portable, et encore, on peut le faire transcrire par un huissier de justice, mais c'est parfois très compliqué parce que quand vous avez capté une image ou un audio sans l'autorisation de la personne, vous avez peu d'huissiers qui vont vouloir transcrire ce genre de choses. Donc, qu'est-ce que vous faites quand ça se passe dans la stricte intimité et que vous n'avez pas assez de pièces pour mettre en avant vos préjudices, votre contexte? Eh bien, c'est là que la notion de contrôle coercitif, elle est absolument passionnante. C'est qu'elle change complètement de paradigme. C'est-à-dire qu'elle interroge le fonctionnement de l'auteur et qu'elle n'interroge pas le fonctionnement de la victime. C'est une vraie réflexion, d'ailleurs, qui a beaucoup aidé les magistrats à comprendre la question de l'enclenchement des violences et qui peut arriver au féminicide. C'est que ce concept donc, de contrôle coercitif, c'est un concept alors anglo-saxon qui est très utilisé aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, en Afrique du Sud aussi, et qui est peu utilisé en France, mais qui pourtant n'est pas, c'est pas une nouvelle forme de violence, le contrôle coercitif. Le contrôle coercitif, et vous le verrez, je vous l'ai envoyé dans le chat, vous pouvez télécharger, c'est une nouvelle forme, pardon, excusez-moi, ça détaille des schémas comportementaux qui passent inaperçus parce qu'ils sont considérés comme comme sans conséquence ou n'ayant aucun lien les uns avec les autres. Et la notion de contrôle coercitif, au contraire, elle aide à affiner les représentations, que chacun se fait des violences et il permet d'élaborer, on va dire, un langage commun sur la question des féminicides. Et des féminicides ou des violences conjugales. Donc, typiquement, dans le cadre du contrôle coercitif, eh ben, on va précisément s'interroger sur la manière dont l'auteur fonctionne et pas simplement dont la victime fonctionne. Et là, pourquoi est-ce que c'est important de partir de l'appréhension de ce contexte de violence intrafamiliale à travers ce prisme du contrôle coercitif? Parce que ça va crédibiliser, je vous invite à noter ce mot-là, ça va crédibiliser la parole de la victime et ça va permettre d'échapper au système policier ou judiciaire qui est fondé sur le principe de la preuve ou la parole de l'enfant, comme je vous l'ai dit, lors des auditions. Et ça va permettre aussi de se protéger contre la notion, par exemple, d'instrumentalisation, de qualification imaginaire, ou même cette notion que vous connaissez sans aucun doute, qui est d'aliénation parentale. C'est-à-dire une femme qui va accuser de violence son époux, souvent, pas toujours, mais souvent, quand elle n'a pas d'éléments probants, eh bien, va planer au-dessus d'elle le risque d'instrumentalisation ou d'aliénation parentale de son enfant. Et souvent, ça aboutit à un classement sans suite. Donc, ce qui est très intéressant dans le contrôle coercitif, c'est que ça met tout l'éclairage sur l'auteur et ça permet aussi d'éviter justement que l'effacement, on va dire, de la violence du fait du manque de preuves et même surtout la criminalisation parfois du parent protecteur. Moi, j'ai vu combien de décisions où vous parlez d'une mère trop fusionnelle ou d'une mère un peu trop protectrice ou a priori de fausses accusations. Alors bien évidemment, ça existe et je défends beaucoup de papas qui sont malheureusement sous le coup de dénonciations calomnieuses, de faits complètement imaginaires. Donc ça existe. Mais dans un pourcentage écrasant, eh bien, effectivement, vous avez peu de mères qui vont instrumentaliser leurs enfants et qui vont monter tout un stratagème pour mettre le père à plat. Donc, c'est pour ça que je vous dis que vous avez parfois, c'est pour ça que le contrôle coercitif permet de redonner de la force à la parole de la victime et de prioriser aussi les droits de l'enfant sur les droits de l'adulte. Je m'explique. Quand vous parlez d'emprise,
vous parlez en fait, d'une relation conjugale, d'une relation amoureuse. Quand vous parlez de contrôle coercitif, vous parlez de quelque chose de beaucoup plus systémique. Et c'est là que c'est extrêmement intéressant. Et c'est là que je vais en venir. C'est qu'aujourd'hui, on a aussi un passage extrêmement intéressant en 2024, qui est le suivant. C'est que la question de l'autorité parentale, et ça, donc vous avez compris que des grandes nouveautés en 2024, ce sont ces nouveaux pôles judiciaires qui vont à la fois permettre aux juges des enfants, aux juges d'affaires familiales et aux juges correctionnels de travailler ensemble. Mais vous avez quelque chose d'extrêmement intéressant désormais et qui est lié, qui est vraiment, je dirais, le cœur battant de la question des violences intrafamiliales, c'est la question de l'autorité parentale. Alors aujourd'hui, en 2024, c'est clair, c'est marqué dans la loi, c'est l'article 378-2 du Code civil, l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d'instruction, soit pour un crime commis sur la personne de l'autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant, sont suspendus de plein droit jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales. Le cas échéant saisi par le parent poursuivi jusqu'à la décision de non-lieu du juge d'instruction. Donc vous voyez, là, la loi pose désormais le retrait pur et simple de l'autorité parentale. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Vous avez une notion aussi qui vient se rajouter à ça, qui a été rajoutée, c'est le désintérêt manifeste des parents. C'est-à-dire que vous avez parfois des pères qui utilisaient la loi, qui disparaissaient de la vie des enfants, et puisqu'ils avaient des droits sur l'enfant, réapparaissaient du jour au lendemain. Aujourd'hui, vous avez la notion de désintérêt manifeste des parents. C'est l'article 377 alinéa 1 du Code civil et qui permet justement de mettre en avant ce désintérêt manifeste. Alors, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais, vous avez quand même une difficulté là-dedans. C'est que, en ce qui concerne le retrait, on va dire, de fait de l'autorité parentale, si vous m'avez bien écouté, vous voyez bien qu'il faut, et c'est ça la grande difficulté, il faut que le parent ait été condamné, qu'il ait été poursuivi par le juge correctionnel, par le procureur de la République, ou mis en examen par le juge d'instruction, soit pour un crime commis sur la personne de l'autre parent, une agression sexuelle incestueuse. Et ça, c'est vraiment, comment dire, la complexité de la loi, et je dirais le nœud gordien de la loi. Pourquoi? Parce que pour que quelqu'un soit mis en examen ou soit placé sous contrôle judiciaire, aujourd'hui en 2024, c'est là-dessus que je voulais attirer votre attention et j'en ai bientôt terminé, il faut des faits d'une extrême gravité. Et avant que ces faits d'une extrême gravité arrivent, vous avez un arc-en-ciel de violence, de fonctionnement systémique que moi je souhaite appeler aujourd'hui contrôle coercitif et pas emprise, qui ne sont pas véritablement appréhendés par la loi et qui, s'ils le sont, ne vont aboutir que ce qu'on appelle un rappel à la loi ou à du sursis. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là si on a une loi qui est magnifique, toute fraîche 2024, mais qui est très difficilement applicable? Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'empare tout simplement de l'article 373-2-11 du Code civil, qui est l'article de base, qui lui n'a pas changé, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Et si on est dans une situation où la femme ou l'homme qui est victime de violence conjugale n'a pas réussi à faire condamner son conjoint, il n'y a pas de peine, il y a une petite garde à vue et il n'y a pas grand-chose après. Est-ce que ça justifie de demander le retrait de l'autorité parentale? Si on lit le nouvel article 378-2 du Code civil qui est rédigé avec cet ajout sur la condamnation du parent violent, eh bien, ça va être extrêmement difficile si vous n'avez pas d'éléments de condamnation. Par contre, on peut, c'est avec les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça, mais la difficulté en fait que je voulais vous amener, c'est qu'aujourd'hui,
on a un agrégat de lois qui est extrêmement important en termes d'appréhension et de traitement des violences conjugales. Vous avez beaucoup d'associations, vous avez des applications notamment. Alors là, je veux mettre en avant l'application de Eva N'Galé qui s'appelle Tiers, qui permet aux parents séparés qui ont vécu ou subi un contexte de violence de pouvoir communiquer dans l'intérêt de leurs enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en général, le retrait de l'autorité parentale, il est jamais décidé par un juge. C'est très très rare. Il faut qu'il y ait des cas d'une particulière gravité. Donc l'idée, c'est de revenir pas simplement aux aspects novateurs de la loi 2024, mais de revenir stricto sensu au texte du Code civil. Et le texte du Code civil, que dit-il? Il dit que le juge, il prend en considération la pratique, que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, et le résultat des expertises, etc., et les renseignements qui auraient été recueillis, et aussi les pressions, les violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on arrive, même si on n'a pas d'éléments de condamnation pénale, à mettre en avant l'absence de communication, par exemple un père ou une mère qui répond jamais au téléphone, qui répond jamais aux mails, ou alors la discontinuité dans la prise en charge de l'enfant. Des fois, il le prend, des fois, il le prend pas. Des désaccords profonds, si on arrive à le mettre en avant, des désaccords profonds au niveau éducatif entre les parents, très préjudiciables pour le développement physique ou psychique de l'enfant, eh bien, effectivement, si la notion de coparentalité n'existe pas, eh bien, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui est mis en danger, qui est impossible au regard de la dégradation des relations avec les parents. Et là, on peut aussi demander, alors, peut-être pas le retrait de l'autorité parentale, mais en tout cas, la résidence de l'enfant. Et ça, je vous dis, je vous mets vraiment en garde là-dessus, à vous qui accompagnez des femmes et des hommes victimes de violences conjugales, c'est que c'est quelque chose qui est très mal pris par les magistrats de demander l'exercice exclusif de l'autorité parentale ou le retrait de l'autorité parentale. Et pour ce faire, comme je vous l'ai dit, on ne peut avoir que deux choses. Soit on a des éléments probants de condamnation, soit on a un faisceau de preuves très concordant qui démontre la très grande mésentente entre les parents, l'absence de coparentalité et le danger que c'est sur l'enfant, en intégrant la notion de contrôle coercitif et qui a été comment dire démocratisée, je dirais, transmise avec une grande finesse par Andrea Gruev-Vintila. Je vous remercie, Samira, de l'avoir transmis dans le chat, et qui est la grande partisane de cette notion de contrôle coercitif, qui est pour moi vraiment le prisme qu'il faut utiliser aujourd'hui. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a des évolutions notables sur le plan de la justice, sur le plan de la police, sur le plan des associations, aussi dans la loi elle-même qui change et qui évolue, dans les dispositifs aussi, parce qu'aujourd'hui, vous avez énormément de dispositifs, vous avez les téléphones grand danger, vous avez les bracelets anti-rapprochement, vous avez le contrôle judiciaire, vous avez l'ordonnance de protection. Alors, l'ordonnance de protection, c'est vraiment le moyen, pour moi, le plus rapide et utile d'obtenir une décision de protection. Je m'explique. L'ordonnance de protection, c'est le juge aux affaires familiales qui est saisi avec une casquette mi-juge aux affaires familiales, mi-juge pénal sur une situation urgente, grave et importante. L'ordonnance de protection, c'est stricto sensu une femme qui demande à être protégée, elle et ses enfants. Et là, le juge aux affaires familiales prend sa casquette pénale et ordonne un éloignement du parent violent, etc. Donc, c'est vraiment des mesures qui sont très efficaces. Je vous ai mis dans le chat un document qui vous permet de savoir comment l'ordonnance de protection fonctionne. C'est assez facile d'accès. On peut avoir une audience en 8 jours, mais là aussi, encore une fois, il faut le maximum d'éléments. Alors, l'ordonnance de protection, elle est très intéressante quand vous accompagnez des collaborateurs qui arrivent chez vous dans des états de sidération. Parce que l'état de sidération est quand même très probant. Et si c'est un état de sidération qui est étayé par des faits, et par des éléments antérieurs, eh bien, il ne faut pas hésiter à aller demander une ordonnance de protection devant le juge d'affaires familiales, même si on n'a pas porté plainte en amont, même si le conjoint violent n'a pas été condamné. Parce que la suite de l'ordonnance de protection, ce sera souvent la saisine du juge pénal qui, lui, à ce moment-là, s'emparera de la partie de la partie pénale.
Donc, ce que je voulais vous dire principalement, c'est qu'aujourd'hui, on a une dynamique. Alors, il y a une magistrate qui a beaucoup fait aussi pour la création de ces pôles, qui s'appelle Gwenola Jolie-Cause. Je vous invite à la suivre sur LinkedIn. Elle est passionnante et c'est vraiment, moi, je dirais, pour le coup, une activiste de la cause des victimes de violences intrafamiliales. Et elle dit, et j'aime beaucoup le terme qu'elle emploie, qu'il faut s'emparer du dynamisme notionnel tout à fait innovant de ces 10 dernières années. Typiquement, elle dit qu'il y a 15 ans, on ne connaissait pas la notion d'emprise. Il y a 10 ans, on ne connaissait pas la notion de dissociation traumatique, l'amnésie dissociative, qui a été très mis en avant aussi par le docteur Muriel Salmona. Je vous invite à aller sur son site qui s'appelle mémoiretraumatique.org et vous trouverez aussi beaucoup de contenus qui vous permettront de comprendre pourquoi les personnes qui viennent vous voir sont extrêmement confuses et ont du mal à savoir ce qu'elles veulent faire. De même qu'il y a 5 ans, on ne connaissait pas la notion de contrôle coercitif. Donc, l'idée, c'est de s'emparer de toute cette dynamisme notionnel et de les intégrer dans les courriers, dans les attestations, dans les certificats pour donner le maximum comment dire, de visibilité au dossier de la personne. Ensuite, et je répète, aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est qu'avant, on mettait en avant le besoin impérieux qu'un enfant garde des liens avec son père ou avec sa mère absolument. Et je ne sais pas si vous avez eu des cas comme ça, mais même moi, il y a 5 ou 10 ans, j'avais des décisions où j'avais des permis de visite pour que des enfants aillent voir leur père en prison sans réfléchir jamais à l'infraction qui avait été commise initialement. Donc aujourd'hui, en 2024, c'est très clair, un mauvais mari ne peut pas être un bon père et c'est acté dans les décisions. Qu'est-ce que ça veut dire cette notion-là? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la justice, elle, essaye de résoudre la globalité de la situation familiale et qu'elle ne décorrèle pas euh, les, euh, les situations. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Maintenant, il y a autre chose sur lesquelles je voulais attirer votre attention, vraiment pour terminer, et après on échange. C'est, on parle beaucoup de la protection des victimes, mais on ne parle pas du traitement des auteurs. Et vous, assistants sociaux, médecins du travail, RH, vous les recevez aussi. Vous les recevez sans doute moins, mais vous les recevez aussi. Et moi, je plaide beaucoup pour une sensibilisation, pas seulement en faveur des victimes, parce que ça, c'est fait massivement et ça doit être fait encore mieux et encore plus, mais aussi en direction des auteurs. Pourquoi? Parce que les auteurs de violences conjugales, eh bien, ils sont dans un même mécanisme psychique, je vous le dis, et j'en terminerai là, pour avoir travaillé avec des experts très reconnus, psychiatres, auprès de la Cour d'appel, de la Cour de cassation, c'est que dans la relation amoureuse, dans la relation du couple, le déni de l'un est en miroir du déni de l'autre. Si vous comprenez ça, vous comprenez beaucoup des modalités de fonctionnement des gens que vous recevez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus une femme minimisera ce qu'elle vit, plus elle renforcera aussi le déni de l'auteur, de dire bah, finalement, je la frappe, je la viole de temps en temps le soir, ou je l'insulte devant les enfants, mais finalement, ça n'est pas si grave. Donc, cette question, elle est très très importante du déni en miroir. Et ce sur quoi moi je plaide beaucoup, c'est le fait de s'emparer de la question des auteurs qui sont tout autant présents dans la société puisqu'ils sont à égalité euh, comment dire avec les victimes de violences. Alors aujourd'hui, on sait ce qui existe pour les victimes de violences conjugales, mais on ne sait pas trop ce qui existe pour les auteurs. C'est beaucoup plus confidentiel. Vous avez des groupes de parole d'hommes, mais là aussi, vous constatez que lorsque c'est comme une victime de violence conjugale qui est prise trop tardivement, elle n'a pas eu le temps de constituer son dossier, elle est dans un état de sidération, elle a vécu des choses très graves, elle ne sait pas comment, par quel bout prendre son dossier et quelle juridiction saisir. Et pareillement, un auteur de violence, eh bien, quand il se maintient dans ce déni, eh bien, même quand il subit un rappel à la loi, même quand il est sous contrôle judiciaire, même quand il doit faire un stage, eh bien, souvent, on constate que ces groupes des paroles sont des échecs parce que les hommes réaffirment leur comportement et ils ne sont pas dans une remise en cause par rapport à leur femme. Donc, vous avez des obligations de suivre des stages, des sursis probatoires, des obligations de soins,
mais ça n'est pas suffisant. Et c'est pour ça que c'est aussi un point sur lequel voilà, je souhaitais échanger avec vous, c'est de quelle manière la société civile, en tout cas le monde du travail, peut s'emparer de ces questions-là en amont, en mode prévention, que ce soit pour l'auteur ou que ce soit pour la victime, puisqu'on constate que même si aujourd'hui on a un agrégat de loi qui vient s'ajouter à des dispositions légales et réglementaires déjà très importantes, eh bien, on achoppe toujours sur les mêmes difficultés. Et les difficultés, quelles sont-elles? C'est prouver ce qu'on vit et avoir des décisions qui soient respectueuses de l'intérêt supérieur des enfants. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement, les avocats arrivent un peu en bout de course. Et vous, professionnels, vous êtes là en amont. Et donc, principalement, vous recevez des victimes, mais aussi les auteurs. Et peut-être qu'il y a quelque chose à penser, et c'est sur quoi je termine et j'aimerais vous inviter, c'est penser comme la création de ces pôles judiciaires où des magistrats travaillent ensemble, et c'est pas un dossier qui passe d'un juge à un autre sans qu'on puisse avoir tous les éléments, c'est une capacité à travailler tous ensemble sur des problématiques communes. Alors personnellement, moi, je le fais de plus en plus régulièrement, c'est ma méthodologie. J'ai un site qui est dédié à ça, qui s'appelle toutdroit.fr. Je pourrais, je vais vous le mettre dans le chat, et je forme et je sensibilise des équipes, des gens de services différents, à des niveaux hiérarchiques différents. Et, et c'est quelque chose qui fonctionne très très bien, de travailler tous ensemble à ces problématiques, sachant que chaque sphère professionnelle a ses problématiques, je veux dire à ces cultures, on va dire, de travail ou d'entreprise, et que souvent les personnes sont assez formatées par aussi l'univers dans lequel ils travaillent. Je vais vous donner un exemple. J'accompagne par exemple pas mal de personnel navigant de compagnies aériennes. Et bien effectivement, quand vous êtes hôtesse de l'air ou steward, ben vous devez tenir une certaine position. Et donc, en général, le fait de devoir afficher toujours un sourire, une bonne humeur, etc., souvent, vous réimplémentez ça dans votre vie privée et vous maintenez le cap alors que vous subissez des choses qui sont inacceptables. Donc, c'est là-dessus que je voulais vous inviter, c'est-à-dire réfléchir à, à la dimension sécure et en termes de prévention et de sensibilisation de la sphère professionnelle pour pouvoir identifier en amont et orienter au mieux, que ce soit les victimes ou les auteurs. Et merci à la personne qui a mis dans le chat le podcast de Mathieu Palin, qui est extraordinaire. Il a écrit un livre donc, qui s'appelle Nos pères, nos frères, nos amis, qui est édifiant, que je vous invite à vous procurer, et qui permet d'avoir une vraie appréhension de cet aspect des violences conjugales que sont les auteurs et qui sont très peu mis en avant alors qu'ils devraient être pris en charge tout autant que les victimes elles-mêmes. Puisqu'on sait que les auteurs, lorsqu'ils n'ont, merci Lydia, parce qu'on sait que les auteurs de violences conjugales, lorsqu'ils n'ont pas compris ce qu'ils ont fait, alors là, le déni, non seulement se poursuit dans le temps, mais il se poursuit dans d'autres relations. C'est-à-dire qu'on voit très bien que même les femmes qui n'ont pas compris ce qui leur arrivait dans une première relation ont tendance à rechoisir un conjoint violent, de même que les hommes qui ont été violents avec leur première femme, en général, ne vont pas devenir des agneaux avec la seconde compagne, etc. Donc, vous voyez, tout ça, c'est l'appréhension des violences intrafamiliales, c'est véritablement un problème sociétal, un problème systémique, un problème endémique, et qui, même quand la situation est réglée, à un moment donné, eh bien, elle peut se poursuivre dans une autre relation si la personne n'a pas compris les modalités de fonctionnement. Ce que je vous ai dit, je finirai là-dessus, sur la question du déni, en miroir du déni de la victime qui minimise ou invisibilise ses violences avec le déni de l'auteur qui ne veut pas voir en face la gravité des actes qu'il fait, c'est quelque chose qui est très fin sur le plan psychologique et qui se répercute sur le plan judiciaire. Et si nous, professionnels, pouvions agir en amont, en prévention sur ces questions-là, eh ben, je pense qu'on éviterait beaucoup de drames, beaucoup de malheurs aux personnes qu'on accompagne. Parce que là, et encore une fois, je ne prêche pas pour ma chapelle, lorsqu'on est impacté, quand on est pris dans une procédure judiciaire, vous savez que le temps judiciaire, même dans ces cas-là, il est long, il est douloureux, ça laisse les gens en suspens pendant un certain temps, des mois et souvent des années. Et ça, c'est quelque chose aussi que je déplore aussi. C'est donc le temps judiciaire
qui ne permet pas aux personnes de passer à autre chose. Donc, est-ce que nous, professionnels du droit, du social, du médical, des ressources humaines, de la médecine du travail, des syndicats, on peut aider les gens à avancer mieux sur ces problématiques-là? Je le pense très sincèrement. Et c'est pour ça que je pense que la question de l'accompagnement et de l'orientation est extrêmement importante. Et je terminerai sur un point procédural. Et après, vous pouvez rallumer vos micros, lever la main et pour qu'on puisse discuter sur un point procédural très, très important. C'est que c'est très, très important de saisir plusieurs juridictions en même temps. Je m'explique. Si vous êtes victime de violence conjugale, il ne suffit pas d'aller porter plainte, il faut aussi enclencher une procédure de divorce. C'est très important parce que souvent, je vois que les justiciables font des confusions. Ils ont l'impression que quand ils ont porté plainte et que leur mari, leur femme a été en garde à vue, ils ont l'impression qu'ils sont protégés. Non, ils sont peut-être protégés un certain temps, ils bénéficient d'une ordonnance de protection ou d'un contrôle judiciaire, mais s'ils ne sont pas séparés de la personne, clairement par une décision de justice, eh bien, ils restent liés à la personne. Typiquement, ça peut poser des problèmes auxquels vous, assistants sociaux, vous êtes souvent confrontés. C'est par exemple la problématique du logement. Là aussi, on a des améliorations, en ce sens qu'une personne qui est victime de violence conjugale, mais encore faut-il qu'elle soit déclarée officiellement qualifiée de victime à l'occasion d'un procès pénal, eh bien, elle peut obtenir une suspension de son crédit, elle peut obtenir du bailleur des aménagements. Donc là aussi, c'est des choses qui évoluent considérablement. Mais il n'empêche que ces questions-là doivent être véritablement pensées et elles doivent être pensées dans le cadre aussi d'une procédure de divorce ou de séparation. Et pareillement, il ne suffit pas comment dire, de saisir le juge aux affaires familiales, il faut aussi saisir le juge pénal. Donc, j'ose espérer qu'aujourd'hui, avec ces pôles, le justiciable qui est victime de violence intrafamiliale, pourra saisir une seule et même juridiction pluridisciplinaire. Mais aujourd'hui, ça n'est pas encore le cas. Ces pôles sont là à titre de test dans pas mal de juridictions. Ils n'existent pas partout sur le territoire. Donc, il faut être précautionneux. Mais en l'état, c'est pour ça que je vous dis, il faut faire très attention. Et vraiment, je termine là-dessus. C'est qu'il y a un effet d'annonce. Les ministres viennent à la télé, ils parlent, les associations en disant, voilà, il y a des nouveautés dans la loi, mais entre ce qu'on dit et entre la réalité, il y a souvent un très grand décalage et que il faut s'emparer de la complexité des contextes de violence intrafamiliale et de la complexité des procédures et qu'il faut mener tout azimut en étant très précautionneux, c'est-à-dire en ne saisissant pas à tort et à travers toutes les juridictions, mais en ayant une démarche qui soit cohérente et concrète. Et pour cela, c'est pas le lieu d'un webinaire, il faut aller voir un avocat pour savoir précisément quelle est la démarche urgente et importante à faire. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a donné des éclairages intéressants et importants sur la question de l'autorité parentale, sur la question de la création de ces nouveaux pôles judiciaires, sur l'appréhension de ces notions, de ce dynamisme notionnel, notamment avec le contrôle coercitif, qui peut vous aider à accompagner au mieux les collaborateurs. Donc, si vous souhaitez rallumer vos micros, levez la main, n'hésitez pas. Ou alors dans le chat, alors Dominique, vous me dites, il y a une difficulté qui est réelle, c'est la longueur des délais lorsqu'une personne demande l'aide juridictionnelle. Tout à fait. Ça malheureusement, c'est quelque chose qui n'a toujours pas changé. Toujours pas. Ça, c'est des délais qui sont très, très longs. C'est pour ça qu'à la limite, vous voyez, je dirais qu'il vaut mieux aller voir un avocat qui pratique des tarifs bas. En tout cas, nous, au cabinet Buchinger-Rubin, on s'adapte vraiment à la rémunération, en tout cas aux difficultés financières de nos clients. On leur permet d'échelonner, on leur permet de, 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 de on essaie de packager au maximum nos honoraires. Mais des fois, votre question est très pertinente, Dominique, il faut passer outre l'attente de l'aide juridictionnelle, il faut trouver un avocat qui pratiquera des honoraires acceptables. Moi, ma question était la suivante, et j'aimerais bien, si certaines d'entre vous veulent participer, est-ce que ces notions, vous les connaissiez? Est-ce que vous les pratiquez? Comment est-ce que vous accompagnez les personnes qui viennent vous voir? N'hésitez pas à intervenir sur l'un ou l'autre des points que j'ai soulevés.
Vous pouvez rallumer vos micros sans difficulté. Oui, je vous en prie. Judith, moi je veux bien prendre la parole. Je sais pas si c'est à moi que tu dis oui. Allez-y, tout à fait. Juste, nous en tant qu'assistante sociale, là, dans notre entreprise, on a mené on conduit toujours des ateliers de sensibilisation hein, à l'adresse de la fonction RH et des managers sur la question des violences conjugales. Et ça fait 3 ans maintenant qu'on les développe. Et assez récemment, on a fait introduire justement dans notre atelier, on a introduit un peu la notion de contrôle coercitif. Voilà, en la donnant comme. Alors, c'est pas, on n'a pas la prétention et c'est pas l'objectif hein, de faire en sorte que les RH ni les managers deviennent des pros de la gestion des situations, mais en tous les cas, l'approche du contrôle coercitif, elle nous a semblé suffisamment pertinente pour l'inclure maintenant dans nos ateliers. Voilà, donc, et puis c'est vrai que il reste la question des auteurs, parce qu'en entreprise, on les accompagne, on peut être amené aussi à les accompagner. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. On n'est pas très armé de ce côté-là. En tous les cas, vous parliez de prévention, enfin d'essayer de faire de la prévention. Et moi, j'ai un peu du mal à voir comment la prévention au niveau des auteurs au sein de l'entreprise, on pourrait la développer. Parce Alors, une fois que l'acte il est fait, il y a un oui. tel déni que je pense que c'est pas nous qui arriverons à le faire tomber, ce déni-là. Mais avant d'en arriver là, effectivement, il y aurait de la prévention à faire. Mais comment après, il y a déjà tout ce qui est développé en matière de lutte contre le sexisme et tout ça qui est déjà très bien développé dans les entreprises, en tout cas dans la nôtre, mais je pense qu'on n'est pas les seuls. Mais voilà, après, cibler directement un potentiel auteur, euh, Alors, d'abord, merci beaucoup de votre intervention. Avant de vous répondre sur les auteurs, je voulais juste vous poser une petite question. L'intégration de la notion de contrôle coercitif, est-ce que vous avez constaté que ça vous aidait dans les entretiens et que ça aidait les collaborateurs que vous accompagnez? Non, pas encore. Enfin, je pense que c'est encore trop récent pour nous pour en tirer vraiment, pour en constater en tous les cas les bénéfices. Mais en tous les cas, quand dans nos ateliers, on explique, on donne les bases de ce que sont les violences conjugales, avec la notion d'emprise, avec la notion de dissociation traumatique. Il nous a semblé important de maintenant d'y associer aussi la notion de contrôle coercitif pour éclairer du côté de l'auteur. Voilà. Mais après, non, dans notre pratique au quotidien, pour le moment, je pense que c'est pas encore Mhm. suffisamment et puis intégré. Je pense que c'est certainement plus pertinent du côté des avocats et des magistrats. Oui, tout à fait. Non, non, tout à fait, tout à fait. Ça l'est de plus en plus, mais Mm. ça n'est pas encore communément partagé. Et ça reste la difficulté. Concernant les auteurs, la question de la sensibilisation, effectivement, elle est très compliquée. Mais vous avez certaines, par exemple, j'ai vu dans certaines entreprises, vous faisaient vous faisaient des, des expositions. Notamment, vous avez celle de Marc Melki. Je ne sais pas si vous l'avez suivi Oui, sur LinkedIn. Très intéressant. Et ben voilà, quand dans certaines entreprises, vous mettez des photos de femmes qui racontent leur histoire, vous mettez ça pendant un mois, ça sensibilise un petit peu. Donc il y a pas mal de manières de sensibiliser. Il y a le fait d'approcher le sujet by the way, c'est-à-dire en contournant le point et en parlant plus de difficultés. Par exemple, j'ai une assistante sociale qui a fait quelque chose de très très bien. Elle a parlé des difficultés à l'arrivée d'un enfant, vous voyez, des difficultés dans le couple. Pour inviter, et elle a eu beaucoup d'hommes qui sont venus et qui ont expliqué que parce que leur femme avait changé de corps, le bébé criait trop, ils avaient eu un peu la main leste. Et donc à partir de ça, elle arrivait à les faire parler. Moi, ce pourquoi je plaide, c'est l'affichage de campagnes un petit peu choc, longtemps dans un même lieu, pour que les gens puissent tourner et voir, et aussi d'arriver vers ce sujet-là, mais sans le prendre frontalement. Et c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Mm. Donc c'est une idée. On peut travailler ça. Moi, en tout cas, je l'ai fait dans certaines structures et ça marche très bien. Ça libère beaucoup la parole. Les auteurs de violence, quand ils en sont
aux premières violences ou à la première violence, ils sont encore récupérables. Le pire, c'est que quand ils s'habituent. Et donc, moi, j'ai vu pas mal d'hommes dans des consultations comme ça, soit pour lesquelles je venais en entreprise, soit qui venaient à des consultations d'assistante sociale ou même aller se confier au médecin du travail et qui avaient dérapé, des dérapages extrêmement graves, mais qui parlaient de ces violences-là comme étant un dérapage. Alors, à partir du moment où l'auteur n'est pas complètement dans le déni, on peut encore travailler dessus. C'est pour ça qu'il faut trouver des initiatives qui permettent d'aborder des sujets, mais alors à la fois, je dirais, de manière extrêmement frontale, avec des affichages, photos, vidéos, etc., et en même temps, avec une approche peut-être plus à la marge pour leur permettre d'avoir envie de venir consulter. Merci. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez réactiver les micros hein, si vous souhaitez. Bon, si vous n'avez pas de questions, alors on va terminer. Mais en tout cas, voilà, sachez que je vous mettrai énormément de documentation dans le chat, pardon. Je vous en ai mis dans le chat et je vous le mettrai aussi donc sur le site du cabinet. Je vous envoie aussi, si ça vous intéresse, de voir la sensibilisation et le réseau que j'ai autour de moi de professionnels. Mon site, c'est toutdroit.fr. Et donc, si ça vous intéresse, moi, c'est vraiment, en tout cas, personnellement, c'est des démarches qui m'intéressent beaucoup en dehors de mon métier d'avocat. C'est de travailler avec d'autres professionnels, de se nourrir des expériences des uns et des autres pour créer véritablement une sorte de jurisprudence commune, de modalités communes d'action et d'accompagnement. Et ça marche très, 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 très bien. Pour l'avoir fait dans pas mal d'entreprises, ce sont des démarches collaboratives sur des mêmes sujets qui fonctionnent très très bien. Et ça fonctionne mieux que d'organiser une grande journée contre les violences faites aux femmes, etc. Il vaut mieux avoir au sein de son entreprise ou de sa structure un groupe de chefs de service, de managers, de personnes à quelque niveau que ce soit hiérarchique, qui se sentent sensibilisés sur ces questions et qui vont travailler ensemble aux problématiques spécifiques rencontrés par les collaborateurs que de faire, pour moi en tout cas, hein, je me permets cette réflexion-là, que de faire une fois par an une grande formation pour toute la structure. La collaboration active des différents services marche formidablement bien. Et quand c'est fait avec des acteurs de la société civile, des avocats, des magistrats, vraiment on évite souvent des situations très très dramatiques puisqu'on arrive à les prendre plus en amont. Sur ces considérations, je vous souhaite une très bonne après-midi. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous enverrai à toutes et tous le lien vers la page du cabinet où vous retrouverez une documentation encore plus large que celle que je vous ai transmise, ainsi que le replay en vidéo, en audio. Et je vous invite à me rejoindre la semaine prochaine pour un sujet tout aussi intéressant et sociétal, qui est l'appréhension des violences sexuelles, des agissements sexuels depuis les affaires médiatiques dont on a beaucoup parlé dans le monde des médias et artistiques, et de savoir comment est-ce qu'on s'en empare au quotidien pour accompagner les personnes qui se disent soit victimes sur leur lieu de travail, soit victimes au sein de leur famille. Là, c'est plus sur la question précise des agissements sexuels, du harcèlement sexuel. Et ça va être très, très intéressant parce on va décorréler, on va dire, la partie à la fois effet médiatique, qu'est-ce qu'on a l'impression qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut faire véritablement et en quoi, à quel moment la justice est utile, pertinente et à quel moment il vaut mieux ne pas l'utiliser, comment est-ce qu'on constitue un dossier. Vous allez voir, ça va être passionnant. Je vous souhaite une bonne après-midi et on se dit à très bientôt. Et si vous avez des questions particulières, de quelque ordre que ce soit, vous pouvez tout à fait m'écrire à judith@buchinger-rubin.com. Voilà.
Donc, j'espère que ça vous a intéressé. Je voulais pas trop me disperser et je voulais attirer votre attention sur les nouveautés et sur la question notamment de l'autorité parentale qui reste vraiment quelque chose de très très fort euh, et qu'il faut manier avec tact et pour orienter au mieux les personnes que vous accompagnez. À très bientôt. Au revoir et merci de votre écoute.